Le 23 décembre 1938 paraissait dans l'Action française la critique de François Vineuil du film Trois valses, texte intégral. L'opérette des Trois valses, venue d'Autriche et adaptée par M. Léopold Marchand et M. Wilmetz, avait été le grand succès du théâtre dans la dernière saison. Le film qu'on vient d'en tirer ne pouvait manquer d'avoir une carrière considérable. Elle aurait fort bien pu n'être qu'une banale spéculation du commerce. Mais il y a des titres d'œuvres qui portent bonheur. Au cinéma comme sur les planches, le succès des Trois valses sera du meilleur aloi. Malgré les conseils pressants de nos amis Dubèche et Sordet, je n'avais pas eu le loisir de voir l'opérette quand elle parut sur la scène des Bouffes parisiens. Mais je suis persuadé que ceux qui l'applaudirent sous cette forme la retrouveront comme épanouie, plus animée et plus parée sur l'écran du Marignan. Dans un spectacle cinématographique de cet ordre, il y a un élément indispensable, l'habillage, ou si vous préférez la mise en scène, les décors, les costumes, la figuration, l'interprétation. Puis, les accessoires, musique, livrets, qui peuvent être de moindre qualité sans que l'ensemble en souffre beaucoup. Dans Trois valses, ces accessoires eux-mêmes sont agréables. La musique de M. Oskar Strauss est sans doute du modèle viennois le plus courant. Le 100e démarquage peut-être de la Veuve joyeuse de Léard. Les nécessités de l'industrie, qui doit répandre largement un air présumé populaire, le faire entrer dans les oreilles les plus rebelles, pour qu'elles souhaitent le retrouver au disque ou au phonographe, selon l'habitude invariable du grand public, qui préfère toujours réentendre à découvrir. Ces nécessités, et aussi la minceur de la partition, font revenir avec une persévérance un peu excessive le thème de la fameuse valse. Mais le fait est que l'on supporte beaucoup mieux ces redites, un peu molles à 3 temps, que la percussion à 4 temps, infiniment plus monotone et par-dessus le marché lancinante, tympanisante, d'un jazz de second ou de troisième ordre. La petite intrigue offre une indiscutable supériorité sur le tout venant du genre. La confiserie ordinaire tient la moindre place. Elle est remplacée par des épices amusantes. La bonne idée du livret, c'est d'avoir transporté presque la même situation à travers 3/4 de siècle et de l'avoir rendue changeante comme la couleur du temps. À la fin du Second Empire, le jeune marquis de Chalancey, officier des hussards de la garde, est follement amoureux de Fanny Grandpré, l'étoile du ballet de l'opéra. Il se compromet avec elle à Longchamp, devant l'empereur et l'impératrice, et décide ce jour-là de l'épouser. Mais les vieillards très stricts et conformistes de sa famille décident qu'ils l'obligeront à quitter l'armée s'il commet cette mésalliance. Fanny renoncera et épousera le premier venu plutôt que de voir son amant faire un si douloureux sacrifice. En 1900, le fils de Chalancey, Philippe, dévore l'héritage paternel dans une noce effrénée et désabusée. Il rencontre dans une circonstance un peu scabreuse la fille de Fanny, Yvette, reine de l'opérette. Ils s'aiment, mais Philippe, par jalousie, déteste le théâtre où il voit des milliers de regards dévorer les attraits de sa compagne. C'est lui, cette fois, qui demande à Yvette de renoncer à son métier. Elle veut bien essayer, s'évader 8 jours. Mais le premier soir, elle apprend que le prince de Galles, le futur Édouard VII, et Sarah Bernard viennent au théâtre pour la voir. Elle ne peut déserter dans une telle occasion. Elle s'échappe pour quelques heures. Philippe comprend qu'il ne triomphera pas du théâtre, et le couple se rompt mélancoliquement. En 1938, Irène Grandpré, la petite fille de la douce Fanny, est une éblouissante vedette de cinéma. Un vieil et ingénieux impresario, qui traverse toute l'histoire, décide de lui faire jouer l'aventure de sa grand-mère dans un magnifique film à costume.
Le dernier des Chalancey, Gérard, tout à fait ruiné et qui besogne dans les assurances, veut interdire ce film. L'impresario, qui a ses idées, lui offre tout à trac le rôle de son grand-père. Gérard, émerveillé, accepte, mais l'humeur vaniteuse et massacrante de la star, Irène, l'exaspère. Ils se défient et se querellent jusque sur le plateau. À la plus violente des disputes, ils s'aperçoivent qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, s'ouvrent les bras. Ils fileront le parfait bonheur dans le vieil hôtel familial qu'Irène a racheté avec ses somptueux cachets. Cette anecdote, qui surclasse sans difficulté toutes les Rosemary, Balalaïka et Succès d'année dont nous avons été envahis, est entourée d'un faste mieux qu'américain, car il se tournera encore des millions de mètres de pellicule avant qu'Hollywood puisse atteindre à ce chic et à ce goût. On n'a sans doute pas composé chez nous de films plus coûteux depuis la kermesse héroïque. Mais ce budget aurait pu être gaspillé dans les grossièretés de parvenus que le cinéma commet si souvent. C'est un soulagement de voir un film réalisé à Paris où, enfin, les figurants d'une soirée mondaine n'ont pas l'air de sortir d'un asile de nuit, où l'on nous promène continuellement de décor en décor, et des décors qui ne vacillent pas dès qu'il y a plus de 2 interprètes sur le plateau, où les tentures, les meubles ont été disposés d'après des maquettes bien dessinées. Depuis la jolie mansarde de la grisette de 1865 jusqu'à la machinerie hétéroclite et singulière d'un studio de 1938, en passant par les coulisses de l'époque Toulouse-Lautrec, par une guinguette de canotier, tout est réussi, sans une vulgarité. Il y a même, de temps à autre, quelques réminiscences raffinées de la peinture, telle cette école de danse mise en page comme un Degas. Quand nous restons dans la carte postale, elle est du moins fort jolie, d'une photographie magnifique avec des éclairages distribués à merveille. Le cinéma quitte le garni sordide où il croupissait pour une demeure du meilleur aloi. La facture purement cinématographique du film, découpage, montage, est d'une brillante virtuosité. Voilà enfin un sujet qui nous est raconté par l'image et non plus par le dialogue. La musique, au lieu de rester un hors-d'œuvre, pour ne pas dire un fardeau, est liée à la trame même du film, lui fournit des développements, des transitions. Quelles que soient les ressources employées, le film se déroule selon une vraie cadence. Au lieu d'être, comme presque tout ce que nous voyons en ce moment, une série de fragments de théâtre à moitié vidés de leur substance et emboîtés les uns dans les autres, vaille que vaille. Bref, nous retrouvons dans ces 3 valses, en dehors de tous leurs agréments, un style visuel, ce qui est en somme plus précieux malgré la facilité d'un spectacle destiné au grand public que maintes tentatives louables mais gauches d'esthétisme. Les 2 grands artisans du succès de 3 valses, au cinéma comme au théâtre, sont ces 2 créateurs, M. Pierre Freinet et Mme Yvonne Printemps. Il est un peu ridicule de découvrir Mme Yvonne Printemps. C'est cependant de cela dont il s'agit, ou presque. On connaît beaucoup de comédiennes de son rang qui brûlaient la scène et se sont trouvées devant les caméras désorientées, incapables de transposer leur talent dans un ton nouveau. Madame Yvonne Printemps avait déjà fait un peu de cinéma, mais dans les conditions les plus médiocres. 3 valses marquent ses véritables débuts à l'écran. La transposition dont je parlais à l'instant lui a été tout à fait naturelle, au point qu'on se demande si elle n'a pas été créée de toute éternité, avec ses grands yeux tendres et mouillés, la vivacité de ses moindres gestes, pour faire du cinéma et y triompher plus que partout ailleurs. La perfection, c'est évidemment lorsqu'elle chante, avec son adorable voix, les charmantes petites manières de sa mimique, qui en font sans conteste
la première cantatrice légère de France. Mais elle est délicieuse de gaminerie et de grâce, tout au long d'un rôle écrasant. Regardez-la bien pendant sa petite chanson de Star, Je ne suis pas ce que l'on pense. Voyez la somme d'inventions menues, mais infaillibles. L'esprit aussi qu'elle y dépense. Voilà une comédienne, sachant son métier, le faisant à ravir, et qui nous console de tant de petites marionnettes, fort séduisantes elles aussi, mais tellement ignorantes et figées, les Annabella, les Daniel Darieux. Monsieur Pierre Freinet est un peu au second plan, volontairement et galamment peut-être, mais avec une élégance, sans une seule fausse note, et que d'intelligence dans ses moindres détails. Il faut une mention particulière à M. Guizol, d'une verve ravissante, dans la triple composition de l'impresario Brunner, qu'il montre à 20 ans, puis grisonnant, enfin octogénaire, mais plus remuant et inventif que jamais. M. Guizol a senti passer le rôle décisif de sa carrière. Il s'y est jeté d'enthousiasme et, par-dessus le marché, s'est amusé royalement. Il est bien agréable aussi pour le public de partager tous ces sentiments d'un bon acteur. Je regrette que ce film ne soit pas signé d'un nom français, mais de celui du metteur en scène Ludwig Berger, qui débuta dans le cinéma viennois. Mais on a toujours écrit dans cette page que l'on n'avait aucune raison pour ne pas utiliser les talents des étrangers lorsqu'ils étaient évidents. On distinguera simplement désormais M. Berger de la séquelle de ses horribles congénères, indésirables à tous les titres. Et le cas de Trois Valses ne nous empêchera pas de déplorer une fois de plus l'organisation juive du cinéma français, qui donne leur chance à 100 margoulins d'Israël pour un berger et ferme inexorablement les portes à d'innombrables Français qui ont autant de talent que M. Berger. Mais, cela dit, je ne pense pas que le cinéma offre cette semaine de spectacles plus aimables et plus réussis pour une soirée de vacances ou de neige. Je ne crois pas que nous ayons vu de meilleure opérette à l'écran depuis Le Congrès s'amuse, qui évoque d'ailleurs ces Trois Valses par plus d'un point. Je suis heureux de pouvoir faire aujourd'hui cette réponse à nos amis et lecteurs qui veulent bien être de mon avis sur la plupart des films que je pense utile de leur déconseiller, mais me conjurent depuis quelques semaines de leur trouver de temps en temps un divertissement possible.